Kolo Muani et Milan Skriniar. Si ces départs sont réglés, Paris veut faire un attaquant et un ailier dans le meilleur des cas. Victor Gyökeres, on nous a dit qu'il ne viendrait pas. On écoute des offres pour tout le monde. Il y a Malik Fofana, il y a Ryan Cherki. Pour les supporters, ça fait mal parce que c'est ton capitaine, gros aura, gros charisme. C'est Jésus un match sur deux. La direction lensoise n'est pas totalement convaincue par le niveau d'Alban Lafont. Il y a une partie de la direction qui a dit oui, pourquoi pas. Et il y a une autre partie de la direction qui a dit il n'a pas le niveau, c'est pas possible. Il a un gros volume de jeu, il casse des lignes, mais il est surtout charismatique. Il a une grosse aura dans le vestiaire. Salut à tous, bienvenue dans RMC Mercato, la nouvelle émission foot de RMC Sport. Tout comprendre du fonctionnement d'un club, comment construire un effectif, comment réussir son recrutement. C'est la promesse de RMC Mercato tous les jeudis en direct à 13h sur la chaîne Twitch RMC Sport avec vos questions sur le chat qu'on espère de plus en plus nombreuses et ensuite en replay sur la chaîne YouTube RMC Sport. Pour m'accompagner cette semaine, ils sont là, Joris Crobois et Arthur Perrault. Salut les gars. Salut messieurs. Bonne année. Bonne année à vous, ouais. plein de bonnes choses. Ça va? Ouais, ça va. L'année va commencer en fanfare pour toi Arthur, direction le Qatar. Qatar demain soir avec Valentin Jamin. Voilà, petit vol de 5 heures, trophée des champions, 2 jours aller-retour. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Le petit décalage. Beau trophée des champions. Avec un beau déplacement, alors que des villes françaises avaient candidaté. Mais bon, c'est bien, ça nous fait voir du pays. Ce sera bien. On salue Rémi et Loïc qui sont en vacances, mes habituels comparses qui se reposent pendant ce temps-là. Il faut. Et notre invité aujourd'hui a disputé 111 matchs de Ligue 1, 125 matchs de Ligue 2. Il vient d'annoncer la fin de sa carrière à seulement 30 ans. Jimmy Cabot est dans RMC Mercato. Salut Jimmy. Salut, bonjour à tous, une bonne année à vous. Salut Jimmy, bonne année. Bonne année à toi, on te souhaite le meilleur. Déjà, comment ça va Jimmy? Tu as annoncé donc il y a quelques jours, quelques semaines à peine, la fin de ta carrière sportive. Bah ça va, c'était une fin d'année chargée en émotions. J'ai reçu énormément de messages, ce moment à Bollaert pour terminer. Et puis voilà, quand même libéré d'un poids, ça a été très long. Donc voilà, tout frais pour passer à autre chose. On va revenir sur ton parcours, tes souvenirs, tes anecdotes, ton avenir, et puis tu vas réagir avec nous à l'actualité du Mercato, parce que ce Mercato d'hiver, évidemment, a ouvert ses portes le 1er janvier à minuit. Il va les refermer exceptionnellement. D'ailleurs, ce sera un lundi soir, le lundi 3 février à 23h. Et puis, il faut noter d'ailleurs que les clubs qui ont recruté de nouveaux joueurs lors de la fenêtre hivernale ne pourront pas les faire jouer lors des 2 dernières journées de la phase de poule de Ligue des Champions, notamment à la fin du mois de janvier. Alors, avant de parler des infos avec toi, Arthur, d'abord, Joris, tout le monde parle de l'arrêt Diarra qui devait révolutionner le système des transferts. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, l'arrêt Diarra, déjà, on va peut-être rappeler un petit peu ce que c'est rapidement. Alors, les faits se sont déroulés en 2014-2015. Lassana Diarra joue au Lokomotiv Moscou et donc constate une baisse de salaire. Il y a cassure du contrat entre le club et le joueur. 20 millions d'euros sont réclamés au joueur. Ensuite, il y a une première audience, 10 millions d'euros ont été réclamés. Mais à l'époque, Charleroi, qui voulait prendre Lassana Diarra, qui donc était libre, ne pouvait pas parce qu'il y avait cette indemnité à payer. Et le club qui veut recruter Lassana Diarra donc est impliqué et doit ou peut payer l'indemnité. Donc ça a refroidi des clubs. Et donc il y a eu une nouvelle audience où Lassana Diarra a attaqué notamment la FIFA pour la libre circulation des citoyens dans l'Union européenne. Les règles de la FIFA étaient jugées comme contraires à la libre circulation des citoyens dans l'Union européenne. Donc il y a eu l'arrêt Diarra. Alors l'arrêt Diarra, il y a donc eu plusieurs changements dans les textes. Pas beaucoup, notamment sur ce mercato d'hiver, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ouais, la FIFA a pris des dispositions temporaires. Exactement, c'est temporaire. Donc vous les voyez là sur l'écran, il y a maintenant plusieurs critères. Avoir une juste cause dans les critères. Désormais, pour casser son contrat, il faudra une juste cause. Ce qu'avait demandé donc Lassana Diarra alors que son salaire avait été baissé sans raison valable. Il peut donc y avoir le cas des salaires impayés ou d'un temps de jeu minime qui permet aux joueurs de faire appel à cette juste cause donc pour casser un contrat. Bon, ça c'était déjà le cas, c'est pas un grand changement non plus. Il y a également le fait, désormais dans l'arrêt Diarra, de ne plus impliquer les clubs, les futurs clubs, donc les clubs comme Charleroi à l'époque qui voulaient prendre Lassana Diarra. Donc le club qui veut enrôler un joueur n'aura pas besoin de payer l'indemnité. Il sera plus concerné, donc ça peut permettre d'avoir des clubs qui se refroidissent pas comme l'avait fait Charleroi à l'époque avec Lassana Diarra et le Lokomotiv Moscou. Il y a également la notion d'intérêt positif. Alors ça c'est le troisième point, c'est un petit peu plus flou. Ça permet aussi de savoir qu'un joueur ne peut pas démissionner comme ça. Il peut pas casser un contrat et que le club ne reçoive rien, c'est pas possible. Le club recevra toujours une indemnité, mais cette indemnité, elle sera donc désormais calculée avec cette notion d'intérêt positif. En gros, parce que c'est un peu flou, même les avocats savent pas vraiment exactement comment on fait et ce que ça va être, mais en gros
là-dessus, l'intérêt positif, les clubs vont se projeter sur ce qu'aurait pu rapporter le joueur. Par exemple, dans le cas de Lassana Diarra, s'il signe un contrat de 3 ans et qu'il honore seulement 1 an, le club va se projeter sur les 2 années de contrat qu'il aurait dû avoir, sur ce qu'il aurait pu rapporter au niveau de la boutique, donc au niveau des maillots, et sur un éventuel transfert. Donc il y aura une indemnité pour le club qui sera calculée. Alors ce sera généralement minime, mais ça permettra au club d'avoir quelque chose, et donc un accord entre les deux pour le versement de cette indemnité. Donc le joueur, en gros, pour être clair, pourra racheter la suite de son contrat après ce calcul. Il y aura également un dernier point: plus de fluidité pour les transferts internationaux. Alors ça, c'est très important. Hein, on a fait une petite coquille. Oui, évidemment. Plus de fluidité pour les transferts internationaux. Ça, par contre, c'est un gros changement et c'est très important. Les syndicats de joueurs réclament ça depuis plusieurs années. La FIFA l'a mis en place temporairement, mais devrait le mettre en place définitivement après ce mercato d'hiver. Donc celui-là, il est important, puisque quand on est transféré d'une fédération à une autre, pour pouvoir jouer, il faut un certificat international de transfert, donc le CIT. Ce CIT-là, quand il y avait un litige, il y avait un petit peu de difficulté pour le donné aux joueurs qui étaient en litige, donc il ne pouvait pas jouer ailleurs, donc il était bloqué. Là aussi, c'est contraire aux règles de l'Union européenne de la libre circulation, puisque le joueur est bloqué. Aujourd'hui, la FIFA a remédié à ça, et donc le CIT devra être délivré dans les 72 heures au maximum aux joueurs, quel que soit le litige, pour pouvoir signer, jouer dans un autre club. C'est un peu compliqué, on essaie de déblayer ça au maximum, mais c'est en tout cas ce qui va être mis en œuvre dès ce mercato d'hiver, et c'est temporaire. Alors il y a Axel qui est en train de me parler en même temps que donc ça fait un gros blanc à l'antenne, mais c'est pas grave Axel, pas de souci. J'allais demander d'abord à Arthur, toi qui as souvent des agents au téléphone parce que tu vas nous parler de l'actu, est-ce qu'ils te parlent de cet arrêt Diarra et qu'est-ce qu'ils te disent de cet arrêt Diarra? Est-ce que ça va changer les choses? Alors ils en ont parlé au moment où le litige est devenu public et forcément où tout le monde a parlé de cette affaire. Depuis ils n'en parlent plus et je pense que ça les arrange. Je pense qu'ils essayent de mettre ça un peu de côté, ils ont fait le tri dans leur tête et ils se disent que voilà, c'est pas encore véritablement d'actualité, donc ils préfèrent ne pas y penser. Par contre, il y a des choses qui vont quand même changer. On vient d'en parler, le CIT, c'est souvent une galère. Le certificat de transfert. Pour des joueurs, c'est souvent des galères pour des joueurs, et y compris aussi pour des agents. Ça peut simplifier les choses dans la procédure, ça c'est sûr. Et puis la juste cause, j'ai envie de dire, c'est le premier point le plus important. Voilà, en effet, si un joueur est mis à l'écart, n'est plus payé, on va en reparler, hein, mais je vais pas vous trouver un exemple concret aujourd'hui, mais il y en a très bien qui pourraient se retrouver dans cette situation là dans 1, 2 ou 3 jours. Donc avoir une juste cause, ça va être quelque chose d'ultra important sur ce marché des transferts. Hein. Jimmy, toi, qu'est-ce que tu penses de cet arrêt Diarra? Est-ce que tu as suivi un petit peu cette affaire-là? Et est-ce que la possibilité pour le joueur, en quelque sorte, en fait, il pourra partir d'un club, s'il n'a pas assez joué ou s'il n'est plus payé, suffira pour lui de racheter les mois de contrat qui lui restent? Est-ce que cette possibilité-là, toi, elle te paraît intéressante et juste? Ouais, je pense qu'il y a des joueurs qui sont parfois dans des situations particulières. J'avais connu ça notamment à Lorient ou même Angers avec certains joueurs qui sont par exemple qui ont par exemple des contrats professionnels mais qui ne s'entraînent pas avec les pros. Je sais qu'il y avait tout le syndicat autour des joueurs qui s'était un peu milité pour les défendre. Il y a des situations comme ça qu'il faut un peu mettre où il faut mettre un peu plus de lumière parce que certains joueurs subissent la situation et pour les clubs c'est pas forcément évident non plus. Il y a parfois des effectifs un peu très enrichis et c'est pas forcément facile de faire plaisir à tout le monde. Donc c'est des choses comme ça, voilà, un peu plus juridiques à mettre au clair. Ça arrive. Il y a eu aussi à Lorient, on avait mis il y avait tout un groupe qui avait été fait. Un loft, ouais, un loft, exactement. Je cherchais le terme en même temps que je parlais. Ouais, il y avait ce système de loft qui paraît pas du tout normal dans un groupe avec toute la cohésion que ça demande. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut éclaircir, c'est sûr. Mais justement, j'allais y venir sur ces lofts. On en parlait beaucoup à Lille aussi à l'époque. Ça risque de réduire ces phénomènes de loft. Tant mieux. Là, ouais, tant mieux. Et donc justement, dans cet exemple-là, un joueur qui est dans le loft, il peut casser son contrat beaucoup plus facilement aujourd'hui. Donc ça va réduire ça et ça va pas bloquer des joueurs qui jouent pas, qui peuvent pas aller dans un autre club. Et ça, c'est beaucoup mieux. Jimmy, tu te dis que cet arrêt-là, toi, dans ta carrière, il aurait pu t'être utile à un moment ou pas du tout? Enfin, t'as pas vécu l'un des cas où ça aurait pu être utile?
Non, je l'ai connu de près par rapport à d'autres joueurs, mais moi personnellement, j'ai pas connu cette situation-là. Moi, j'ai eu des périodes à Lorient où, par exemple, j'ai une situation particulière. J'avais signé un long contrat avec Lorient. Tu te retrouves à descendre l'année d'après. Enfin, c'est pas trop ce qui est souhaité en termes de dynamique et de choix à suivre. Donc, t'as plus ce truc de parfois vouloir partir peut-être et t'en as pas la possibilité ou inversement. Mais ça, voilà, t'as signé un contrat et il faut aussi l'honorer. Tu fais partie d'un club. Souvent, voilà, il faut défendre ses couleurs et être plutôt propre avec ce qui a été signé. Donc, c'est tout à fait normal. Mais je me suis pas retrouvé dans cette situation-là, non. Bon, il y a un article en tout cas très complet que Valentin Jamin et toi, Arthur, vous avez écrit sur le site rmcsport.fr pour vous expliquer l'arrêt Diarra en détail. Avant de passer à l'actu mercato du moment, on vous a concocté, Joris, tu nous as sorti avec Axel Benchina, notre chef d'édition, le 11 des joueurs libres du moment. Donc ça n'a rien à voir avec l'arrêt Diarra, mais ceux qui souhaitent, s'il y a des clubs intéressés, regarder les joueurs libres à l'heure actuelle. Il y a des bonnes affaires à faire. Ça, c'est une équipe qui peut aller titiller la Ligue des Champions. Alors ça, c'est les joueurs libres, surtout à l'été prochain. Ça, c'est les joueurs libres à l'été prochain. Des langues qui sont pas encore disponibles maintenant, mais c'est des joueurs libres à l'été prochain. Jimmy, je pense que tu aurais bien aimé jouer avec cette équipe-là. Il y a donc Manuel Neuer dans le but qui sera libre. Van Dijk et Jonathan Tah en défense. Davies à gauche, Alexander-Arnold à droite. Un milieu, rien que ça, De Bruyne, Kimmich, Neymar. Et une attaque, Cristiano Ronaldo, Heung-min Son et Mohamed Salah. Ça peut facilement gagner la Champions. Peut-être moins cette année, mais en tout cas dans les dernières années, ça pouvait gagner la Champions facilement. Il faut avoir un petit peu d'argent là quand même. Hein. Ouais, aussi, ouais. Pour prendre les 11. En fait, ils sont libres de s'engager dès maintenant, de discuter avec le club, de s'engager dès maintenant pour l'été prochain, mais ils sont en fin de contrat au 30 juin 2025. Sachant que le côté droit est très malin parce que Alexander-Arnold est déjà en train de renégocier visiblement un nouveau contrat avec Liverpool. Mais il y a le Real qui le veut. Et il y a le Real qui le veut, mais visiblement Liverpool a rejeté ces approches-là. Et Mohamed Salah, son entourage s'amuse à faire fuiter des petites rumeurs depuis quelques mois, peut-être qu'on en reparlera, et lui aussi est sans doute tenté de prolonger. Donc le côté droit, c'est des pros de la négociation là. Ouais. Van Dijk aussi devrait prolonger. Jonathan Tah, on en parle, on dit que c'est fait avec le Barça, c'est ce que disait la presse catalane. Et puis Alphonso Davies, lui, serait proche de prolonger avec le Bayern. C'était les petites infos qu'on a vues récemment. S'il y a un joueur que le PSG doit prendre maintenant dans ce 11 là, c'est qui, Jimmy? Alors dans ce 11 là, après il y a des joueurs dès qu'ils arrivent au PSG, ils deviennent malades, donc c'est très compliqué souvent. Mais là dans ce 11 là, je prendrais quand même bien un Kimmich, un Salah évidemment, voilà, en priorité. Et s'il y a un joueur que le Racing Club de Lens doit prendre? N'importe lequel ferait du bien, du coup. C'est sûr. Mais, lequel est le plus abordable, pareil, surtout? On va dire un Ronaldo, ça commence à être. C'est compliqué de dire Ronaldo, c'est vieillissant, mais si on veut faire quelques années, pareil, un Salah pour l'efficacité. Ouais. T'imagines. Bon, de toute façon, pour les finances du Racing Club de Lens, on va en reparler. Ça risque d'être un peu compliqué. Les infos mercato d'hiver, Arthur, les infos RMC qu'on peut retrouver évidemment sur le site rmcsport.fr. On va commencer par le PSG. Ouais. Que cherche le PSG? Que va faire le PSG dans ce mercato hivernal? Alors, tout cela est conditionné encore à deux choses et on a l'impression qu'on se répète un petit peu depuis maintenant, un mois, et le changement de discours dans la direction parisienne où au départ, on se disait on va pas recruter, on va uniquement gérer certains départs et c'est tout. Maintenant, ça a un peu changé, c'est-à-dire que tout est conditionné à deux départs, ceux de Randal Colomwani et Milan Skriniar. Alors, il y a eu des approches pour les deux, il y a des discussions. Randal Colomwani a été approché par certains clubs anglais et allemands. On a beaucoup parlé aussi de l'AS Monaco, mais on a bien compris que ça allait être compliqué financièrement réalisé pour le club de la Principauté. Donc, il y a des approches. Pour Skriniar, il y a Dortmund qui visiblement est intéressé, mais on va dire que dans les discussions, c'est toujours Galatasaray qui tient un petit peu tête à tout le monde. Il n'y a pas de choix de fait par Milan Skriniar, qui est donc retenu dans le groupe pour le Trophée des Champions. Il était censé faire un choix, on va dire, là, dans la semaine. Ce n'est toujours pas le cas. Tant que ces départs ne sont pas réglés, Paris ne pourra pas avancer. Si ces départs sont réglés, Paris veut faire un attaquant et un ailier dans le meilleur des cas. Un attaquant, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des demandes à ce fameux poste de numéro 9, même si Gonzalo Ramos est revenu et que physiquement ça va mieux. Un ailier, pourquoi ? Parce que Luis Enrique estime qu'il faut quand même mettre en place une forme de concurrence avec Bradley Barcola. Lui qui connaît un petit coup de moins bien, je pense que c'est surtout physique
plus qu'autre chose. Mais dans le staff parisien, on estime qu'il faut aussi le bousculer un petit peu dans ses habitudes qu'il a pu prendre au Paris Saint-Germain. Jimmy, tu t'expliques le fait que Randal Kolo Muani ne soit pas un choix prioritaire de Luis Enrique, qu'il risque de devoir partir alors qu'il brille avec les Bleus? Ouais, c'est vrai que c'est deux équipes différentes. Randal a du mal on va dire, à pleinement donner satisfaction au PSG, que ce soit en termes de statistiques et surtout dans le contenu. Voilà, que ce soit en termes pour les spectateurs ou pour les supporters, c'est vrai que c'est pas forcément le joueur qui fait vibrer cette année, alors que, il a des qualités pour le faire. Donc, vu ce qui pousse derrière, je pense à Désiré Doué avec Barcola, c'est sûr que ça laisse moins de place à Randal Kolo Muani et puis à Ramos aussi en neuf, puis cette recherche toujours d'un gros neuf qui lui porte préjudice, quoi. C'est toujours compliqué et tu as raison d'en parler, Jimmy. Le marché des numéros 9 est très fermé. Aujourd'hui, il suffit de... Bon, là, on a donné quelques exemples, mais un vrai numéro 9 aujourd'hui de disponible qui est sur le marché, ça se trouve pas, c'est une perle rare. Osimhen ? Alors, il y a eu de nouveau ce dossier qui a été relancé, oui, où il y a eu des contacts avec la direction du club. Mais on sait quel est le problème. C'est qu'il y a une partie de la direction du PSG qui le veut. Et il y a le côté staff et entraîneur qui ne valide pas cette piste-là. Donc, quand il y a une branche qui le veut bien et l'autre qui la refuse, la branche, elle va pas loin. Donc, au moins, c'est bien, c'est l'entraîneur qui a le dernier mot. C'est pas tout, ça. Mais on nous a pas menti au PSG quand on nous a dit que maintenant, c'est Luis Enrique qui avait les pleins pouvoirs. Après, c'est quand même une solution. Il faut se mettre du côté des supporters. Quand on vous dit, ça fait 2-3 ans qu'on entend parler de Victor Osimhen, quand on vous dit Victor Osimhen demain au PSG, je pense que vous arrêtez 10 supporters du PSG dans la rue, il y en a 8 ou 9 qui vous disent oui. Voilà. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Et le fait qu'il soit en prêt, c'est pas encore plus compliqué? Parce qu'il est prêté du coup à Galatasaray, donc il y a le prêt à casser, plus le reprendre à Naples. Exactement. C'est ce qui, je pense, rajoute de la complexité à ce dossier-là. Après, on en reparlera tout à l'heure, mais Galatasaray est ultra actif sur ce marché hivernal. Et Paris se dit peut-être qu'avec ce contexte-là du côté de la Turquie, peut-être qu'ils peuvent être ouverts à des discussions avec un club comme le Paris Saint-Germain. Joris, tu nous proposes un attaquant pour le PSG du coup? Oui, justement. Alors on a pareil débroussaillé toute l'Europe pour savoir ce que pouvait prendre le Paris Saint-Germain en tant que numéro 9. Donc bon courage. Il y a des noms très intéressants. Il y a des chiffres aussi qui sont quand même pas mal. Vous allez le voir. Et vous réagissez sur le chat, n'oubliez pas. N'hésitez pas à réagir sur le chat, ce que vous voulez. On a mis 6 joueurs, donc 6 avant-centres. On a mis Victor Gyökeres, Ricardo Pepi, on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure, Vlahovic, Jonathan David, Samu Omoroyon et Victor Osimhen. Donc, il y a quand même pas mal de noms intéressants. On va commencer par les plus connus. On va y aller tout droit avec Victor Gyökeres, qui est certainement la plus grosse valeur marchande de numéro 9 en ce moment en Europe. Est-ce que Victor Gyökeres, Arthur, ça peut être un nom qui peut revenir au Paris Saint-Germain? 62 buts en 2024, c'est ça? C'est quand même impressionnant. Il est revenu très très tôt. Je me souviens de cette piste il y a un mois, je crois, que la rumeur était sortie. Et avec Fabrice Hawkins, on avait très rapidement demandé à la direction et aux conseillers sportifs ce qu'il en était. Même si là aussi il peut y avoir des affinités, vous avez bien compris quelle était la connexion, on nous a dit qu'il ne viendrait pas. Donc, depuis, on n'a pas fait de mise à jour, mais on a tellement été ferme du côté du PSG sur cette piste-là qu'on n'a pas insisté et qu'on s'est dit, bon, passons à autre chose. Et Amorim serait déjà revenu sur la promesse qu'il avait faite en quittant le Sporting de ne pas aller chercher Gyökeres pour le faire venir à United. Il serait déjà en train de réfléchir à ce dossier pour le mercato hivernal, tellement ça ne va pas à Old Trafford. Bon, on l'a compris déjà, vous emballez pas, Gyökeres viendra pas au PSG, Arthur l'a dit, c'est avec lui qu'il faut voir. Ensuite, on a donc des attaquants qui sont quand même intéressants aussi. On a parlé de Victor Osimhen, donc tu as parlé de la complexité du dossier, on va pas revenir dessus. Osimhen en Turquie, c'est 9 buts, 3 passes décisives avec Galatasaray depuis le début de la saison, donc ce qui est quand même pas mal, en 11 matchs en plus. On vous a prévu aussi Jonathan David, parce que Jonathan David, il connaît parfaitement la Ligue 1. C'est un attaquant qui score toutes les saisons, tous les ans il score. Est-ce que c'est un profil qui peut plaire au PSG? Alors là aussi c'est un nom qu'on a déjà entendu. Il n'y a jamais vraiment rien eu de concret. Après il y a la connexion Luis Campos forcément, on en revient à cette connexion là, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Voilà. Ça n'a jamais été plus loin que ça. Moi je trouve qu'il irait très bien avec le plan de jeu du PSG. Avec Jimmy. toi. Je suis d'accord avec Jimmy. Jonathan David au PSG s'intégrerait bien, non, au schéma offensif de Luis Enrique?
Ouais, bien sûr, moi je pense que c'est un profil qui peut être intéressant au PSG. Après, c'est toujours pareil, l'adaptation, l'arrivée au PSG, ce qu'on en attend, est-ce qu'on va lui laisser le temps d'avoir 2-3 mois de confiance, avec un peu moins de confiance, est-ce qu'il va répondre présent sur des matchs européens. Donc c'est ça, après sur le profil, c'est sûr que c'est très intéressant pour le PSG. C'est encore 11 buts cette saison pour Jonathan David, et à chaque fois il est impressionnant. À chaque fois on se dit qu'il va partir de Lille, il est encore là. Voilà. Tu as qui d'autre dans ta hotte, Joris? Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma hotte? J'ai pas mal de choses dans ma hotte. On va aller voir. Alors j'ai aussi Dusan Vlahovic, parce que c'est quand même un neuf qui marque pas mal de buts aussi. C'est un neuf qui est quand même très très bon en Europe. Cette saison il est un peu en deçà des autres, hein. Vous pouvez le voir au niveau des stats, il est un peu en deçà des autres. Il a 7 buts, une passe décisive. Vlahovic, PSG, possible? Plus gros salaire de Serie A. Hein. Oui, c'est un nom qui est revenu il y a 2-3 jours, si je dis pas de bêtises, qui a dû sortir ailleurs. C'est pareil, c'est un profil dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années au PSG. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Mais alors, pour être très sincère, je ne l'ai pas revérifié cette piste, parce que pour moi, et encore aujourd'hui, elle n'a jamais été vraiment fiable. Voilà. Ok. Bon, déjà on n'a pas été si mauvais que ça, parce qu'on a. Mais c'est des noms, tout ça, c'est des noms qui sont déjà revenus. Hein. Alors tous. Est-ce que parce que j'ai mis aussi 2 petits. Oui. Tu sais, sauf le troisième. Tu sais comme j'aime chercher les joueurs. Il y a peut-être aussi ce côté-là, du côté du PSG. On a dit qu'on voulait reconstruire l'effectif. On a dit qu'on voulait avoir un peu plus de jeunesse. Profil jeune. Il y a 2 jeunes qui sont quand même excellents en ce moment et qu'il va falloir suivre dans les prochaines années. C'est Samuel Omorodion. Tu peux le voir au niveau des buts. Il est deuxième de Porto. Hein. Ouais, espagnol de Porto, il a 20 ans, il est deuxième au niveau des buts, hein. il a 13 buts, 2 passes décisives, mais surtout, si on regarde celui d'en dessous, c'est Ricardo Pepi, américain, qui joue au PSV, il en est à 11 buts depuis le début de la saison en 16 matchs, mais c'est surtout qu'il a été titulaire que 6 fois, il a marqué 11 fois en étant titulaire 6 fois, un petit temps de jeu. Alors oui, évidemment que pour un mercato d'hiver, on va chercher un gros nom, évidemment que, mais j'avais quand même envie de voir avec toi, parce que c'est quand même deux joueurs avec un gros avenir. Quand on regarde aussi, j'ai envie de regarder aussi, tiens, juste avant de te donner la parole, j'ai envie de regarder Ricardo Pepi. Ricardo Pepi, il est arrivé en pro à 19 ans en Eredivisie avec Groningen, et depuis le début, il cartonne, hein, 12 buts la première saison à 19 ans, 7 la saison dernière, il en est déjà à 10. Rien qu'à voir les performances sur les derniers matchs en championnat, même s'il y a des défaites, ça c'est le tout premier. Ça c'est tout premier. Et justement, c'est encore plus impressionnant. Oui, les buteurs quasiment à chaque fois, passeurs décisifs sur le premier, c'est... Tu vois, ça c'est des profils. Alors évidemment, au mercato d'hiver, c'est un peu compliqué pour le PSG de se dire bon, on va prendre un jeune joueur. Mais il y a quand même ça va avec le discours. Là où tu as raison, c'est que ça va avec le discours. Quand on nous dit on veut faire des paris sur l'avenir, alors ils sont aussi dans la tendance de beaucoup s'appuyer sur le centre de formation. Il y a eu des réunions de fête récemment là, ces derniers jours avec Yohan Cabaye notamment, mais ça colle à ça. Après, de là à aller mettre un gros chèque sur des joueurs comme ceux-là qui sont déjà bien implantés dans d'autres équipes, c'est un peu compliqué, je pense. Bon, voilà pour les numéros 9. Pourquoi Salah restera à Liverpool s'il prend la Première Ligue, la Champions League et le Ballon d'Or, nous dit Ney HF sur le chat. Oui, et évidemment, mais bon, c'est tellement une star aujourd'hui à Liverpool, il peut carrément devenir peut-être le meilleur joueur de l'histoire des Reds. Ce serait quand même pas rien non plus pour Mohamed Salah. D'ailleurs, il y a Kato qui nous dit Jimmy, t'es trop beau. Hein. Donc, continuez à nous envoyer des messages sur le chat. Tu as la cote. C'est sympa. Il y a plein de messages sympas aussi pour te dire Jimmy, c'est le meilleur tweetos de France. Bon courage pour la suite. Allez, lance. Prospérité, santé pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Tiens, Jimmy, on fait des spaces entre supporters lensois. On a même une chaîne YouTube. Mon Twitter, on kifferait trop faire une vidéo avec toi, nous dit Daniel 56 300. Voilà. Le message est passé. Pourquoi pas, on parlera football. Voilà. Un dernier mot sur le PSG, Nuno Mendes? Oui, alors avec une situation toujours particulière qui n'a pas évolué, hein, même si il sera bien lui aussi du déplacement à Doha. Contact rompu avec la direction parisienne concernant sa prolongation de contrat. Alors il y a, on va dire pour défricher tout ça, une explication, c'est son entourage qui est très remonté, puisque au niveau du classement des joueurs les mieux payés du PSG, il est très très loin. Je crois qu'il est 25e de mémoire. Donc on veut renégocier tout cela du côté de Nuno Mendes. On l'entend pas de cette oreille du côté du PSG, mais je me fais pas trop de soucis.
ça devrait finir par se débloquer, mais en tout cas à l'instant T, les discussions sont toujours rompues. On va parler de Lyon maintenant, parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'OL. Donc Jeffinho a été cédé à Botafogo, et tu nous as parlé d'Adrielson sur le site rmcsport.fr. Alors oui, c'est aussi un joueur qui suscite beaucoup de convoitises, et c'est la preuve que le mercato lyonnais est bien lancé. Adrielson qui plaît à plusieurs clubs, notamment à Trabzonspor, à Al Ettifaq qui est au Urawa Red Diamonds. Voilà, il y a des discussions en cours entre l'entourage du joueur et ses clubs, mais pour l'instant il n'y a aucune décision de prise là aussi par le principal intéressé. Ça s'active beaucoup, oui, du côté de Lyon. C'est peut-être le club qui va se montrer le plus actif aujourd'hui. La journée n'est pas terminée, ce sera vraiment à surveiller, mais la connexion avec Botafogo est bien active. Oui, parce que Thiago Almada arrive. On parle également de Luis Enrique qui est en approche d'après Globo. Et il y a Orban qui est dans l'avion direction Offenheim aussi. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements entre Botafogo et Lyon, deux clubs détenus par Eagle Sport, donc la holding créée par John Textor. Dans une situation financière un peu compliquée, Botafogo. Certes, ils ont eu leur fameux titre il y a de cela quelques mois. Qui a rapporté 23 millions. Il y a eu ce chèque-là, mais la situation financière n'est pas si rose. Et on rappelle que Lyon aussi est sous le coup d'une interdiction de recrutement, d'un encadrement de la masse salariale et a été rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire. Et d'où la situation en fait. Le discours de la direction a été clair, et notamment de Laurent Prudhomme qu'on voit à l'image, c'est on écoute des offres pour tout le monde. Donc alors là on parle, je vais peut-être être un peu dur, mais de petits noms entre guillemets, mais derrière il y a Malik Fofana, il y a Ryan Cherki dont peut-être on va parler tout à l'heure. Voilà, il y a aussi des gros profils qui peuvent rapporter très très gros à ce club-là. Jimmy, toi ça te choque un petit peu, toute cette multipropriété entre les clubs qui permet du coup de faire venir, partir des joueurs dont on veut plus. Enfin, est-ce que c'est un système qui t'interpelle ? Ouais, c'est toujours discutable. C'est un peu comme ces riches propriétaires qui reprennent des clubs et du coup ces clubs perdent un peu d'identité. On a des joueurs qui viennent un peu de n'importe où, mais ça peut aussi aider parfois certains joueurs certains clubs à prendre une autre dimension. Après là, dans ce cas-là, voilà, je connais un peu moins le sujet, mais c'est vrai que quand t'es propriétaire de plusieurs clubs, on voit qu'il y a beaucoup de transferts intra-Eagle en tout cas, et c'est un peu, on est un peu sceptique sur les manières de faire. Après. Textor a une très bonne communication. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal il arrive bien à dissimuler un peu tout ce qui se passe, même si là, dans ce cas critique, va falloir vendre, va falloir se refaire une santé, parce que pour un club comme Lyon, c'est vraiment dommage pour notre Ligue 1, pour l'image que ça renvoie aussi pour les joueurs ou des investisseurs et partenaires, sponsors. Donc j'espère qu'ils vont vite se remettre à l'endroit. Kato nous demande sur le chat, mais Lyon, ils peuvent recruter. Alors, Almada, il a déjà signé, en fait, donc il n'est pas considéré comme une recrue. Par contre, s'ils veulent recruter, par exemple, Luis Enrique, il faut qu'ils fassent comment ? Il faut qu'ils vendent d'abord, non ? Il faut que la DNCG lève l'interdiction, non ? Il faut qu'ils vendent d'abord, et pas qu'un peu, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce discours-là. Et que le rachat de Crystal Palace, enfin des parts de Eagle Sport dans Crystal Palace soit officialisé aussi, ce qui n'a pas forcément été le cas. Gros dossier du moment également, c'est la valse des gardiens en Ligue 1. Arthur, il se passe beaucoup de choses, et ça a commencé avec Anthony Lopez à Nantes. Oui, et officialisé hier, intronisé ce matin d'ailleurs. Il avait une conférence de presse il y a quelques minutes où il a pu expliquer un peu les raisons de son départ de Lyon. Bon, ça devenait compliqué avec la direction. Il avait été très clairement rétrogradé. Il va devoir prendre ses repères dans une nouvelle ville. C'est ce qu'il expliquait un peu. Ça lui faisait bizarre de débarquer à l'hôtel à Nantes pour lui. Donc, ça a été vécu toute sa vie à Lyon. Oui, c'est particulier un changement de vie comme ça. Débarquer à Nantes, je dis pas que Nantes est une mauvaise ville, c'est très mignon. Mais il reste en France, c'est pas non plus. Oui, exactement. Mais on va dire que le début de l'effet domino, ça a été Brice Samba, et ça a été la surprise du 28 décembre qui restera la journée du Stade Rennais, parce qu'on a appris dans la même journée la probable signature de Seko Fofana. Brice Samba, alors tout s'est fait vraiment en coulisses avec une connexion que doit très bien connaître Jimmy, c'est la connexion Arnaud Pouille, qui est parti de Lens direction Rennes et qui a gardé ses liens privilégiés notamment avec Brice Samba et son agent, le directeur général de Lens, qui est aujourd'hui le président du Stade Rennais, président de Rennes, voilà, et d'où aussi Seko Fofana. Et voilà, Brice Samba qui a travaillé en coulisses avec son agent Meissa Ndiaye. Brice Samba qui était en vacances et qui a donc décidé de s'engager avec Rennes, sauf retournement de situation, c'est pas encore bouclé. Brice Samba a terminé ses vacances aujourd'hui, il doit faire sa reprise aujourd'hui, mais ça a un effet domino qui est assez important
qu'on n'a pas l'habitude de connaître en Ligue 1. Ça a une incidence à Nantes, où aujourd'hui Alban Lafont se retrouve rétrogradé à son tour. Alors, Meyssa Ndiaye, qui est lui aussi son agent, a eu une tactique assez habile en disant à Lens, je fais partir Brice Samba, mais je vous trouve une solution. La solution a été de leur proposer le profil d'Alban Lafont, sauf que, et pour vous donner un maximum de coulisses, la direction lensoise n'est pas totalement convaincue par le niveau d'Alban Lafont. Vous le savez, je ne vais pas vous donner de nom, mais vous allez vite comprendre qu'il y a des gens dans la direction lensoise qui connaissent très bien le poste de gardien. Il y a une partie de la direction qui a dit oui, pourquoi pas, et il y a une autre partie de la direction qui a dit il n'a pas le niveau, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a réactivé d'autres pistes à Lens ces dernières heures, des pistes menant au championnat néerlandais, menant à la Belgique, voilà, un peu partout. Mais Jean Butez, le gardien du A notamment, mais je pense qu'ils savent pas vraiment encore vers qui s'orienter. Ça discute un peu avec tout le monde, mais il n'y a pas de décision claire. Mais autre information que je peux vous donner et que j'ai eue il y a quelques minutes, c'est la situation d'Alban Lafont qui est quand même très inquiétante. Et il y a une conférence de presse aujourd'hui à Nantes et ça va faire l'objet de beaucoup de questions. Il vit la situation de façon très difficile. Alors, on pourrait parler de dépression. Il est vraiment au fond du seau parce qu'il n'a jamais été, il s'est jamais retrouvé dans ce contexte-là où il est rétrogradé, où pour l'instant personne. On le rappelle au début de la saison. Bien sûr, international espoir. Enfin, aujourd'hui, il se retrouve face à une situation où, sur le papier, personne ne veut de lui. Son profil a été proposé, on lui a fait comprendre que non, de façon peut-être un peu directe, mais voilà. Ça va être à son agent de trouver une solution, mais aujourd'hui, lui est vraiment dans une impasse. Il en a parlé ces dernières heures avec sa direction, qui a essayé de le rassurer. Je pense que ça n'a pas beaucoup marché. Mais lui vit vraiment tout cela de façon très difficile et très triste. On n'aura pas de réponse de Comboiré sur la question, puisque Antoine Comboiré a fait 2 minutes d'introduction et ensuite il a quitté la salle de presse lors de la conférence de presse tout à l'heure parce qu'il était mécontent du traitement dont il a été l'objet ces dernières semaines, Antoine Comboiré. Jimmy, évidemment, tu connais bien Brice Samba. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est un de tes meilleurs copains dans le vestiaire lensois. Tu y étais encore dans ce vestiaire il y a quelques semaines. Est-ce que tu es tombé de ta chaise quand tu as appris qu'il voulait quitter le Racing et signer au Stade Rennais ? Non, pas du tout. Par rapport déjà aux relations et différents antécédents que vous avez mentionnés, que ce soit avec Arnaud Pouille, on avait déjà un peu vu ça il y a 2 ans avec nos confrères de Nice. Enfin, quand Francaise est parti à Nice, il y avait eu pas mal de transferts qui s'étaient enchaînés derrière aussi dans le même sens. Et là, forcément, quand on voit Seko Fofana, quand on voit Brice Samba, on pense à cette année d'il y a 2 ans qui était extraordinaire et forcément qu'il y a des choses, des liens comme ça qui veulent se refaire. Depuis cette année, Lens veut récupérer, il y a une grosse masse salariale, veut récupérer un peu d'argent. Là, c'est sûr qu'en tant que Lensois, pour les supporters, ça fait mal parce que c'est ton capitaine, gros aura, gros charisme. C'est Jésus un match sur 2. Donc ça fait mal. Mais ouais, c'est pas grave. Comme d'habitude, il y a une bonne logique sportive et une bonne stratégie à Lens. Va falloir se pérenniser avec d'autres bons joueurs et créer un gros groupe. Samba, c'est 96 matchs avec Lens, donc il aurait pu faire passer la barre des 100, mais ça montre aussi quand même le niveau du garçon. Moi, ce qui m'interpelle, Joris, et tu as bossé là-dessus, c'est en quoi c'est une plus-value pour le Stade Rennais d'aller chercher Brice Samba par rapport à Steve Mandanda, qui est quand même un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue 1. T'as une réponse? Non, j'ai pas de réponse. Alors, moi, on m'a juste expliqué, son entourage m'a expliqué que Brice Samba ne se fermait aucune porte, c'est pour ça qu'il a saisi l'opportunité. Il y avait la connexion avec Arnaud Pouille. Au niveau du salaire, on va pas se mentir, il va toucher quasiment la même chose. Je pense qu'il va augmenter un petit peu, mais on est autour de 300 000 euros mensuels. Après, c'est un projet ambitieux. Il y a du recrutement derrière, visiblement. La famille Pinault qui est assez impliquée. Mais... Alors, en termes de stats, ça vaut quoi? Alors en termes de stats, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous les voyez les stats là. Alors est-ce que c'est vraiment Jésus un match sur 2, Brice Samba? Je pense que oui. Ouais, c'est Jésus un match sur 2. Franchement, sur ça. Je vais au stade et je peux vous le confirmer. Non, je suis vraiment d'accord avec Jimmy. C'est Jésus un match sur 2. Et franchement, quand on regarde les stats, regardez la colonne en jaune, c'est le pourcentage d'arrêt. Je vais le zoomer un petit peu. C'est le pourcentage d'arrêt donc des gardiens de 5 gardiens de Ligue 1. Donc le 81,5, c'est Brice Samba. Voilà. C'est qui le deuxième? Alors le deuxième, c'est Luca Perry de
Lyon. Ensuite, on a Lucas Chevalier avec 74, Geronimo Rulli et Steve Mandanda qui est loin, très très loin derrière. Elle est là la différence. Une des différences est là. Mandanda 60% de tirs arrêtés, et Samba 81 en une moitié de saison, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Franchement, c'est une grosse stat. Et Mandanda 60, c'est aussi très bas. Mais il y a aussi une autre chose, et après je te laisserai en parler, Arthur, mais c'est surtout le jeu au pied. On connaît Sampaoli. Il y avait déjà eu la valse des gardiens à Marseille où Mandanda est quand même une légende à Marseille. Paolo Lopez a été mis à sa place, notamment pour ce jeu au pied, parce que Sampaoli veut un premier relanceur dans les buts. Et quand on regarde la deuxième colonne en jaune, c'est le jeu au pied. Samba est quand même le plus précis de ces 5 gardiens là aussi. Et ça, c'est le pourcentage de passes réussies. Ça, c'est le pourcentage surtout des dégagements. Pour le pourcentage de passes réussies, je me suis basé sur le jeu long parce que le jeu court d'un gardien, c'est facile. Tu vas vers un défenseur, c'est facile. Le jeu long, c'est plus difficile. Là encore, le premier, c'est Brice Samba. 60, et il est largement devant. 60% de passes réussies sur du jeu long, c'est quand même énorme. Et encore une fois, dans les derniers, 45%, c'est Steve Mandanda. Alors, évidemment, ça dit pas tout. Ça veut pas dire que Samba est bon et que Mandanda est nul. Ça veut pas dire ça. Ça veut vraiment dire qu'il y a quand même un sacré gap dans les critères que veut Sampaoli. En plus de ça, avec Sampaoli, Rennes joue à 3 derrière. C'est très important parce que le jeu long, ça peut être du jeu long sur un dégagement sur un piston. Jimmy, tu sais de quoi je parle. Un dégagement d'un gardien sur un piston. Samba, il est spécialiste de ça. Il met des galettes sur les pistons et notamment sur Frankowski. Il adore jouer côté droit où Frankowski à chaque fois déboulé et que ça partait de Samba. Donc ça, c'est très important pour Sampaoli et ça va être très important aussi de jouer dans cette défense à 3 à Rennes, voir comment Samba peut s'en sortir. Bon. Autre question qu'on peut se poser en lien avec ces deux gardiens-là, Brice Samba et Steve Mandanda, qui lui aussi se retrouve un petit peu à l'écart, pas qu'un peu même, c'est le salaire dépensé aujourd'hui par Rennes, hein. Rien qu'au poste de gardien, c'est presque 600 000 € mensuels, alors que Rennes avait priorisé un milieu de terrain et un attaquant. Voilà, ça fait un sacré changement. Mais, entre guillemets, Brice Samba, c'est un pari sur l'avenir. Et c'est pour ça qu'on lui donne cette place importante. C'est un international. Jimmy Cato nous demande, est-ce que pour toi, Samba, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 ? Alors ça l'est, forcément il se bat avec Lucas Chevalier qui traverse aussi des grosses périodes et qui a fait des gros matchs aussi en Coupe d'Europe, donc forcément ça met la lumière sur lui. Mais voilà, pour tout ce que vous avez mentionné, le jeu au pied c'est vraiment aussi extraordinaire. Alors moi, j'ai connu des clubs un peu inférieurs avant, donc normal que j'arrive dans ce club du RC Lens et que je tombe sur le meilleur gardien, mais il est vraiment impressionnant et dans l'animation je pense que veut mettre Sampaoli, c'est évidemment un paramètre aussi très important en plus du pourcentage d'arrêt. Et donc moi, après Brice Samba, j'ai forcément une proximité un peu plus particulière qu'en plus un gardien en concurrence de Lille, enfin vous voyez bien. Donc forcément je dirais Brice. Et Daniel nous demande sur le chat, est-ce que Hervé Kofi peut prendre sa place de titulaire dans le but lensois ? Qu'est-ce que toi tu en penses ? C'est pas visiblement ce qu'ont l'air d'estimer les dirigeants lensois, puisqu'ils sont à la recherche d'un autre numéro 1, mais c'est vrai qu'on disait beaucoup de bien aussi d'Hervé Kofi ces dernières semaines. Ouais, c'est vrai que c'est un très bon gardien. Pour avoir parlé aussi un peu avec les gars à l'entraînement, il est capable de gros arrêts aussi impressionnants. C'est un peu un chat, il est très fort sur sa ligne. Il prend beaucoup de risques jeu au pied. Il y a eu ce match contre le PSG, là, du coup, on a pu le voir évoluer. Et c'est vrai qu'on a vu une ou deux erreurs qui auraient pu porter préjudice. C'est un très bon gardien, mais on voit que c'est un poste très compliqué. Quand vous n'êtes pas priorisé, c'est très compliqué de faire sa place. Et quand tu perds un aussi gros gardien que Brice, est-ce que tu peux prendre le risque de compter sur un gardien que peut-être que tu n'as pas assez vu en compétition, à Bollaert et autres ? Voilà, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être le choix qui est fait. Je veux juste faire mon mea culpa. C'est vrai que j'ai vu dans le chat que y avait, je m'étais trompé sur la stat des pourcentages d'arrêt parce que j'ai mis la carrière entière de Rulli. J'ai changé, j'ai mis que cette saison-là sur tous les gardiens et là c'est bon, mais ça change rien. Samba est toujours premier. Il y a moins d'écart, mais il est toujours devant. Ouais. Merci en tout cas d'être vigilant, les gars. Super, merci. Continuez sur le chat à poser vos questions également. Jimmy, un mot sur Seko Fofana qui a donc lui signé son contrat avec le Stade Rennais. Il est actionnaire du Racing Club de Lens. Toi qui vis encore dans le Nord, comment ça a été vécu là-bas le fait que Seko Fofana, on s'attendait pas forcément déjà à l'époque à ce qu'il parte de Lens pour aller en Arabie Saoudite et le voir revenir en France mais pas au Racing, ça doit faire un peu bizarre, non ?
Ouais, forcément, en tant que supporter et voilà, et amoureux du RC Lens, c'est forcément douloureux. C'est forcément douloureux. Il y a eu cette communication extraordinaire il y a quelques années, voilà, au milieu de la pelouse, où t'as tout le monde limite en larmes pour la prolongation de Seko Fofana. Derrière, il part, voilà, un choix qui se discute, mais en tout cas, il fait la carrière dont il a envie de faire. Et là, le voir revenir 2 ans après en Ligue 1 et pas avec nous. Forcément que c'est compliqué. Après, voilà, il a des opportunités, il fait ses choix, mais en tant que supporter, ça va être compliqué. J'ai vu qu'il y avait des problèmes aussi. Il y en a que ça titille un peu la communication du Stade Rennais. Voilà, c'est pas grand-chose, mais forcément que le moindre truc va faire mal. Ouais, c'est le clip de présentation de Seko Fofana par le Stade Rennais. Il y avait quelques références à Lens, avec notamment des frites ou Pierre Bachelet. Ça a pu effectivement déranger, et on le comprend, les supporters lensois. Seko Fofana, depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, Joris, où est-ce qu'il en est, son niveau de performance? Il vaut quoi? Il est un peu perdu dans la masse des bons milieux de terrain d'Arabie Saoudite. Il survole pas comme il survolait en Ligue 1 avant de partir. Donc il est, je pense, au niveau. Après, voilà, il y a peut-être une réadaptation à avoir, parce que l'Arabie Saoudite, c'est quand même pas le même style de jeu que la France. C'est pas non plus la même intensité. Et c'est un joueur qui base beaucoup son jeu sur l'intensité. Donc il va falloir voir comment il peut s'en sortir en Ligue 1. Mais il est pas parti en vacances là-bas. Hein. Il a vraiment bien joué. Il a vraiment été au niveau. Alors plus cette saison à Etifak qu'à Al Nasser, où il était un peu plus en difficulté. Mais voilà, il est au niveau d'un, je pense, bon joueur de Ligue 1, avec peut-être un peu plus de cardio, avec une bonne prépa là, pour son retour à Rennes. Je pense qu'il peut retrouver le niveau qu'il avait à Lens. Pour terminer sur le Racing Club de Lens, Arthur, on peut s'attendre aussi à encore d'autres départs, parce que Jimmy le disait, le club a besoin d'argent. Oui, alors on parle notamment de Kuzanov. Alors c'est encore très prématuré, on va dire que là, Lens est vraiment concentré sur l'identité d'un nouveau gardien. Je pense qu'ils vont se résoudre, voilà, essayer de se renforcer quand même, mais on va dire que c'est encore un peu tôt quand même. C'est encore un petit peu tôt. Il va falloir attendre, à mon avis, une bonne semaine au moins. Kuzanov, on parle de 25 millions. C'est vraiment un monstre à l'entraînement. Il paraît que c'est un monstre, Jimmy. C'est très très fort. Très très fort. Si on allie à ça l'adaptation qu'il doit avoir, parce que là on parle pas de langue latine où il faut un peu s'adapter, etc. On parlait vraiment en langage codé avec Codir au départ. Et il arrive très jeune, tête levée, grosse vision de jeu, puissant, rapide. Il est vraiment monté en puissance très très vite. Il a très peu de matchs titulaires. Bon là maintenant ça commence à faire, mais en très peu de temps, très peu de matchs. Et ouais, il est vraiment impressionnant, grosse dimension, et vraiment un mec à l'écoute et classe quoi, dans sa manière d'être. Seko Fofana, il peut apporter quoi au Stade Rennais selon toi, Jimmy, tu as joué avec lui? Alors Seko, au-delà du joueur que c'est, parce que je pense que vous parliez un peu de la forme qu'il avait en Ligue 1, et si on veut être un peu plus pointilleux, vous savez, même dans l'année où il brille, je pense que Seko, c'est un joueur surtout clutch, qui était capable on le dit qu'au basket, ça, je sais plus, mais qui était vraiment décisif à des moments compliqués où il a vraiment fait gagner des points en tout cas. Mais après, dans les contenus de match, c'est pas forcément le joueur qui brillait beaucoup. Il peut avoir des pertes, il a un gros volume de jeu, il casse des lignes, mais il est surtout charismatique. Il a une grosse aura dans le vestiaire. C'est un joueur toujours très calme, peu importe les victoires, les défaites. Ça arrive le lundi à l'entraînement et toujours avec la même sympathie et cette aura qui sérénise un peu un groupe. C'est pour ça que je pense qu'il était capitaine il y a 2 ans, et ça se ressent vraiment au-delà du joueur que c'est. Après, ça reste un joueur au-dessus de la moyenne en Ligue 1, bien sûr, et il connaît par cœur cette Ligue 1. Il va retrouver un peu aussi des terrains qu'il connaît, et il peut vraiment beaucoup apporter à Rennes. Ouais, Samba et donc Seko Fofana à Rennes. D'ailleurs, il y a Tatouf Metouf, si je me trompe pas au niveau du pseudo, qui nous dit par contre, quand on voit les dépenses de Rennes, on n'a pas le droit au Rennes déséquilibre la Ligue 1 avec un gros mercato d'hiver, point d'interrogation, ou c'est réservé au traitement médiatique sur Lyon et son président étranger. Ça a été abordé à l'antenne. Et pour répondre à cette personne, j'ai même demandé, je n'ai pas encore de réponse. Tatouf Metouf. Ouais, c'est un test exprès. J'ai même demandé aux investisseurs pourquoi d'un seul coup il y avait cette volonté de recruter autant. Est-ce qu'il y avait un chèque de fait en particulier? Voilà. Ça, c'est dans les tuyaux, vous inquiétez pas. Ça veut dire que Rennes
peut-être, il y a peut-être aussi derrière tout ça Je sais la pas. famille Pinault, Je la me famille pose, mais quand on alors, voit la famille Arnaud investir autant au tu PFC, veux que peut-être je que te la famille dise Pinault a aussi envie de montrer les dents. Je pourrais te montrer le message. C'est exactement le message que j'ai fait au principal intéressé. D'accord. C'est juste savoir s'il y avait de cela là-dedans, pourquoi un chèque maintenant, pourquoi... Voilà. Mais le sujet est très intéressant et on est dessus. Il y avait une question aussi sur l'OM, le recrutement de l'OM. C'est Nomad Juju qui nous pose la question. Est-ce qu'on a des infos sur le mercato olympien ? C'est très calme pour l'instant. Ouais. J'aimerais vous dire que ça bouge, mais c'est très très calme. Non, peut-être qu'ils attendent le retour de vacances de Florent Germain, notre correspondant, mais pour l'instant, non, il n'y a pas grand-chose dans les tuyaux. J'ai pas envie de vous parler de choses qui sont pas fiables, surtout. J'ai vu aussi que quelqu'un demandait, je crois que c'est Daniel, si j'arrive à lire d'ici, Ouais. est-ce qu'on parle d'un attaquant pour Lens ? Alors, milieu de terrain et attaquant, c'était les deux profils, oui, qui reviennent un gardien, encore d'ailleurs. Et maintenant un gardien. Ouais. Mais c'était peut-être pas prévu ça. Ouais. Mais un milieu de terrain et un attaquant, oui, c'est ce que veut faire Lens pour l'instant. D'autres dernières infos, enfin des choses qui pourraient se décanter rapidement dans ces prochaines heures, Arthur ? Oui, alors beaucoup de personnes parlent de Chotard. Il y a une rumeur Chotard qui circule depuis 48 heures à Rennes. On parlait de Rennes il y a de cela quelques instants. Donc ça va être à surveiller. Pour l'instant, il y a rien de bien concret. Que vous dire d'autre ? Non. Après le PSG, on va surveiller la décision de Milan Skriniar qui part avec le reste du groupe et pour l'instant le reste c'est plutôt calme. Bon, Voilà. on vous tient au courant. C'est une journée calme. On vous tient au courant, C'est le début. évidemment, Oui. sur le site rmcsport.fr et dans RMC Mercato. Jimmy, merci beaucoup en tout cas. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On te suit sur les réseaux sociaux, évidemment. D'ailleurs, tu étais également l'invité aussi du RMC Poker Challenge récemment, donc c'est une autre de tes passions dont tu nous as parlé. Bonne chance à toi, bon vent, et puis on te dit à très vite. Joris, merci. Merci Jérôme, merci Jimmy. On n'oublie pas de vous dire Merci. que RMC Mercato sera disponible en replay sur YouTube, évidemment, très vite. Et on se retrouve tous les jeudis à 13h en direct sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Salut à tous et bonne journée. Ciao.